Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. À travers cette vidéo, Inch'Allah, nous allons couvrir différents points. Premier point, pourquoi Benzema a fait la hijra, entre guillemets, hein, parce qu'il y a une vidéo, je vais vous la montrer, où il nous explique réellement pourquoi est-ce qu'il a choisi ce pays-là. L'une des raisons, wallahu alam. Ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va voir les méfaits du foot pour les musulmans en réalité. Et surtout, on voit les dégâts que ça cause en réalité dans la communauté. Et ensuite, troisième point qui va être important aussi, cette nouvelle géopolitique du foot, ce soft power qui est utilisé par les pays musulmans ces dernières années. On a vu qu'ils ont déversé des millions, des centaines de millions d'euros. Il y a des personnes, ils pensent que c'est de l'argent qui est perdu bêtement. Non, croyez-moi, qu'ils ont des analystes, ils ont des investisseurs. Lorsque cet argent il est investi, c'est qu'il y a des raisons derrière et qu'il y a des objectifs bien plus importants que parfois nous, en tant que personnes de la masse, on n'arrive pas à élucider. Donc on va regarder une vidéo ensemble, barakallahu fikoum, et on va la commenter comme d'habitude. Le musulman qui est cher, qui est comment dire, qui est beau, et voilà, pour moi c'est là où j'ai envie d'être, parce que c'est important d'être déjà dans un pays musulman où je sens déjà que les gens m'aiment. Donc là, on voit que Karim Benzema, en réalité, l'une de ses motivations, c'est de se retrouver dans un pays musulman. Donc ce qui peut être un point positif, d'accord? Et de se retrouver avec des gens qu'il aime. Donc on peut comprendre que ces 2 dernières années, c'était pas trop ça. Depuis qu'il a quitté l'équipe de France, il a compris qu'il a besoin d'être autour de gens qu'il aime. Vous voyez? Et voilà, ça va me permettre d'avoir une nouvelle vie. Et je suis pressé d'être là. J'ai envie de parler couramment la langue arabe. Pour moi, c'est important. Donc l'importance de la langue arabe, Inch'Allah, donc l'importance de vivre dans un pays musulman. Parler de comprendre la langue arabe, donc la Lughatul Qur'an, que énormément de musulmans ne comprennent pas. Et après, il y a plein d'autres choses. J'ai la chance déjà d'être en Arabie Saoudite. Donc il y a la Mecque qui est tout proche. Donc comme je suis un croyant, c'est important pour moi. Et voilà, c'est là où... Donc, pays musulman, parler la langue arabe et la Mecque. C'est le jackpot, Allah ibarak. Où je vais me sentir le mieux et je suis à ma place. Donc, voilà l'une des raisons pour laquelle Benzema veut quitter, on va dire, l'Europe et se retrouver en Orient. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici qu'en réalité, cette hijra, quelque part, si le musulman, il peut la faire. Il a la capacité, elle devient une obligation pour lui. Se retrouver dans un endroit où il pourra parler la langue du Coran, se retrouver dans un pays musulman, se retrouver avec des gens qu'il aime. Donc c'est quelque chose peut-être qui est important pour pouvoir s'épanouir spirituellement. Maintenant, barakallahu fikoum, la place du foot aujourd'hui dans les pays musulmans. Est-ce qu'on peut dire réellement que le foot est quelque chose de positif pour les pays musulmans? Est-ce que c'est quelque chose de négatif ou pas? Sachez, barakallahu fikoum, que le foot, aujourd'hui, la façon dont il est pratiqué, je ne dis pas ça pour tout le monde, mais malheureusement, il y a beaucoup de ifrat et beaucoup de tafrit. C'est-à-dire que vous avez des personnes, toute leur vie, elles ne parlent que de foot. Elles ne vivent que pour leur foot. Leur discussion, ce n'est que du foot. Imaginez que toutes ces discussions-là, tout ce temps-là, il serait consacré à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou une partie de ce temps-là serait consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou serait consacré à, tout simplement, à apprendre une science religieuse ou mondaine qui serait bénéfique pour toi. Donc on voit qu'il y a énormément de perte de temps. Et que même à l'époque, il y a 20-30 ans, on avait des fatwas de nos savants qui nous disaient que le foot, certaines personnes le voyaient comme un sport interdit, dû à certaines raisons. D'autres disent que le fait de perdre son temps à regarder des matchs était déconseillé. Jouer au foot, si seulement on respectait certaines conditions. Donc on voyait que c'était déjà une mas'ala qui était assez, on va dire, problématique déjà, il y a 20-30 ans en arrière. Mais les avis, ils ont plus ou moins évolué. Maintenant, on va essayer de comprendre, barakallahu fikoum, ce soft power, d'accord, cette géopolitique du foot. Et sachez, barakallahu fikoum, qu'en réalité, depuis des millénaires, le pouvoir politique a souvent utilisé des moyens de divertissement, dans le but de quoi? De contrôler les masses et renforcer son autorité. Et déjà à l'époque de l'Antiquité romaine, les dirigeants,
ils ont employé la célèbre devise que vous entendez tous, donne-leur du pain et des jeux et tu verras que tu pourras faire ce que tu veux. C'est dans le but d'apaiser le peuple et les détourner en réalité de son attention des problèmes politiques. Donc vous voyez, il y a quelque part une ruse derrière tout ça. Et aujourd'hui, il y a une comparaison qui peut être faite entre certains pays musulmans qui, à travers la promotion du football, en vérité, ils semblent suivre aussi quelque part cette stratégie. C'est une stratégie similaire et ça marche. Ça marche. Et on va essayer de comparer, Inch'Allah, entre les jeux romains, d'accord, qui étaient déjà pratiqués à l'époque, et l'utilisation du football par les dirigeants des pays musulmans. Et on va analyser ensemble, Inch'Allah, les motivations et les implications de cette approche. Donc, le rôle des jeux. À l'époque romaine, dans la Romaine antique, les jeux, ils étaient, on va dire, organisés. Ils étaient organisés dans quoi? Pas dans des stades, mais à peu près la même forme que nous avons aujourd'hui des stades. Ils étaient organisés dans des amphithéâtres. Dans quel but? Pour divertir les masses. Et leur objectif principal était tout simplement de maintenir l'ordre social et de détourner l'attention des problèmes politiques et économiques. Et les dirigeants romains, à cette époque-là, ils avaient bien compris que des citoyens qui étaient occupés par des spectacles grandioses, comme on voit dans le film Gladiateur par exemple, ils seraient moins enclins à remettre en question le pouvoir en place. Et que les jeux romains en réalité étaient également utilisés comme un outil. Un outil de quoi? Un outil de propagande. Pour promouvoir l'image de qui? L'image en réalité du dirigeant. Et renforcer le sentiment de fierté nationale. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de asabia dans les matchs de foot. Ça peut être la fierté nationale, ça peut être la fierté de ta ville, la fierté de ta région. Ça dépend comment le foot il est organisé, ou ces sports-là sont organisés. Et là, on peut faire un parallèle avec le football dans les pays musulmans. Aujourd'hui, les dirigeants des pays musulmans, ils semblent, on va dire, adopter une approche qui est similaire, en utilisant le football pour distraire quelque part, wallahu alam, les populations et renforcer le pouvoir politique. Et que le football, comme vous le savez, c'est un sport populaire et passionné qui capte l'attention des masses. Des milliards de personnes qui regardent le foot. Et les dirigeants, en réalité, ils comprennent que des citoyens engagés dans des matchs, dans des clubs, dans des compétitions internationales, ils seront eux aussi moins enclins à se mobiliser contre les problèmes politiques et économiques et sociaux. Et subhanallah, on a vu durant la Coupe du Monde du Qatar, les Marocains qui étaient ébahis par leur score, et lorsque leurs joueurs sont revenus, après ils ont vu en réalité qu'il y avait toujours ces problèmes sociaux. Donc c'est pour ça qu'en investissant massivement dans le football, les dirigeants ils cherchent à canaliser l'énergie et l'enthousiasme du peuple vers ce sport plutôt que vers des revendications, d'accord? Des revendications politiques par exemple, d'accord? Et barakallahu fikoum, sachez aussi que la promotion du football, c'est comme un instrument de contrôle aujourd'hui. Ça, il faut le comprendre. Et que la promotion du football dans les pays musulmans va au-delà des simples investissements dans des clubs et de l'achat de joueurs de renommée, comme on peut voir aujourd'hui, des Ronaldo, des Benzema, des Messi, qui coûtent des centaines de millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les dirigeants ils vont utiliser également leur influence pour organiser des tournois, construire des infrastructures sportives modernes et aussi accueillir des événements internationaux. Sachez que, par exemple, le métro au Qatar, il a été construit que pour la Coupe du Monde. Après, l'investissement, bien sûr, il sera rétabli plus tard. Et tout cela est fait dans le but de quoi? De susciter, en réalité quoi? Cette fierté nationale et de détourner l'attention des problèmes internes que les gens font réellement face. Par exemple, la corruption dans certains pays, la pauvreté, d'accord? Le fait d'avoir accès aux besoins primaires. Et on voit parfois des disparités. Et quelque part, les dirigeants, ils bénéficient aussi de la popularité du football pour renforcer quelque part leur propre légitimité et se présenter aussi comme des champions du développement et du progrès. Vous voyez, donc c'est un peu une technique d'enfumage quelque part. Et quand je vous dis, cette stratégie, elle ne reste pas sans critique. Parce qu'aujourd'hui, cette promotion, on va dire, excessive du football, quelque part, et ça vous l'avez vu, elle peut contribuer à quoi? À l'abrutissement de la population. En détournant l'attention de la population de problèmes importants, tels que la santé, l'éducation. Et aussi, quelque part, elle peut renforcer, quelque part,
dépendance économique vis-à-vis de ce sport et négliger d'autres domaines. Donc on voit des millions qui sont investis dans ces domaines-là et on voit qu'en réalité, dans les domaines, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, l'éducation, la santé, le transport, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, ben, ils peuvent être délaissés. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver une sorte de balance. Donc, barakallahu fikoum, comprenez aujourd'hui, le musulman, il doit avoir cet œil pas seulement religieux, mais aussi géopolitique. Comprendre qu'est-ce qui se passe. Et l'importance aussi de ce soft power. Ce soft power, en réalité, qui donne de la légitimité à un pays. Et sachez aussi que le football a été utilisé ces dernières années dans énormément de pays musulmans pour combattre quelque part cet extrémisme religieux. Car vous savez que certaines personnes ne jouent pas au foot, ne pratiquent pas le foot, détestent le foot pour des principes religieux. Et on va les taxer d'extrémistes, ces personnes-là. Donc le fait de venir avec cette nouvelle image-là, des personnes religieuses qui pratiquent le foot, qui font la promotion du foot, quelque part, ce serait pour plus ou moins redorer cette image-là et donner une nouvelle image à ce pays. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment voir les tenants, les aboutissants de tout cela. Barakallahu fikum.